Stéphane que j'ai connu il n'y a pas très longtemps et qui fait ce merveilleuse... aujourd'hui il y en a deux, il en existe trois pour l'instant. Et dans très peu de temps, il y en aura une dizaine et toutes ces toiles vont partir à San Francisco. À Jérusalem. Le plus important, bien entendu, et ensuite à San Francisco. Et il va vous raconter la genèse de son travail. Voilà, à vous La rue d'abord, vous voulez dire un petit mot Oui, je voulais dire un petit mot, quelques minutes. Après, je laisse la parole à Stéphane. D'abord, je voulais remercier Lydie et Hervé de nous avoir accueillis chez eux. Dans leur appartement, dans leur intimité. Et c'est tout à fait de ça dont il va s'agir ce soir. Puisqu'on va parler d'intime et même d'extime. Merci à vous tous d'être venus. Merci à Stéphane d'avoir accepté mon invitation. Donc moi je m'appelle Ruth Algiage, je suis née à Tunis et je suis psychanalyste. Donc après un très long cheminement, par hasard, au mois de mai 2020, je tombe sur un séminaire de Stéphane Zadansky. Et vous avez entendu, j'ai dit je suis tombée. Je suis tombée comme on tombe amoureux. Alors ces séminaires, c'est magnifique parce que c'est sur la littérature. Et c'est un amoureux des mots, et moi je suis amoureuse du verbe par rapport à mon travail. Ça parle de littérature, ça parle d'écriture, de pensée juive. C'est très riche en documents complètement inédits et depuis donc plusieurs années je le suis. Donc Stéphane est écrivain, essayiste et artiste. Donc j'ai lu aussi, sur ces 50 livres j'en ai lu 4 et depuis, parce que j'ai pas que ça à lire, ça parle vraiment, c'est quand on rentre là-dedans on ne veut plus le lâcher. Et parallèlement, pendant que je suivais ces séminaires, que j'écoutais ses livres et je prenais vraiment des cours, j'ai appris beaucoup de choses avec lui. C'est très vivant, il a un humour, il a une pensée de voir le monde. Et parallèlement, de mon côté, je faisais l'un des plus grands voyages qu'un être humain puisse faire dans sa vie. Je faisais une psychanalyse, une analyse. Durant cette analyse, est advenu à moi, j'ai créé donc comme tout le monde des rêves, mais dans les interprétations de rêves, qui est un désir déguisé du désir, est advenu à moi le désir de retourner sur ma terre natale, la Tunisie, 60 ans après. Donc je pars avec un ami, parce qu'avec la montée de l'antisémitisme, j'ai eu vraiment l'angoisse, mais mon désir à moi, et pas ceux des autres, c'est comme une pulsion, c'est quelque chose qui vous pousse, malgré la peur, malgré l'angoisse. Je suis partie avec un ami qui devait venir, qui n'est pas là. Nous sommes partis à Tunis et j'ai voulu méditer et revenir sur les lieux de mon enfance. Parce que comme vous savez, la psychanalyse, tout part de l'enfance. Donc, d'abord c'était extrêmement émouvant. J'ai retrouvé la maison où avec Lydie nous sommes nés. Et c'était surtout le lieu du traumatisme, le traumatisme de l'exil, le traumatisme parce qu'il va s'agir de sororité. C'est l'histoire de 4 sœurs, dont une manquante. Et je suis rentrée de Tunis et là j'avais vu que j'avais écrit plein de papiers, j'avais pris des magnifiques photos. J'ai dit non mais il faut absolument que je refasse quelque chose puisque je suis dans une recherche de vérité, de transmission et de mémoire. Donc j'ai commencé un livre qui s'appelle « Rêve, voir Tunis ». Vous avez entendu, c'est une superposition du mot « rêve » et de revoir. D'abord à travers mes rêves et leur interprétation où j'ai découvert mon désir de retourner à Tunis. Donc j'ai commencé ce livre et après, comme je suis Stéphane, je vois qu'il met en ligne un travail qui s'appelle « Mémoire d'âme ». Il a commencé par Portrait d'âme, excuse-moi. Il a commencé par son papa, donc il explique que c'est très philosophique et avec ses mots à lui. Et là j'ai dit non mais c'est complètement intrinsèque avec ce que je fais là où je suis. Pour mes enfants, pour mes arrière-petits-enfants, aujourd'hui il n'y a plus, quand on va aller dans des greniers dans 10-20 ans, il n'y aura plus de lettres, il n'y aura plus de cartes postales. Donc l'écrit, l'acte d'écrire, c'est magnifique et donc ça va complètement avec mon livre, ma recherche et mon travail. Donc j'appelle Stéphane et je lui dis Stéphane, il faut absolument que tu fasses mon portrait d'âme.
Il est venu à la maison, on a parlé pendant longtemps et ici il y a toute mon histoire qui n'est pas finie parce qu'il y a une plage blanche derrière et ça j'y tiens. Et il m'a demandé les couleurs, donc je lui ai dit je veux la couleur de la mer de Gamart qui est bleue et verte. Et mets-moi un chouïa de doré pour sa face orientale. Et quand il me l'a apporté, il m'a mis une étoile d'or au milieu de mon âme. Voilà. Eh bien, d'abord, merci beaucoup à Lizzie et Hervé de nous recevoir dans ce magnifique appartement. Et merci à Ruth d'avoir eu l'idée, à Lizzie et Hervé d'avoir tout organisé aujourd'hui pour que ça ait lieu. Et merci à vous tous d'être là, ça me fait très plaisir. Alors écoutez, normalement il y a mon grand ami et galeriste de San Francisco qui a fait tout le catalogue et qui soutient tout le projet, qui devrait venir. Il devrait venir. Mais bon, je ne sais pas si j'ai du retard ou pas, mais bon, parce que je voulais parler un petit peu de lui aussi tout à l'heure. Le plus simple, c'est que je vous explique d'abord de manière, je crois, toute simple, toute factuelle, comment je compose ce tableau et après, si vous avez un petit peu de temps, je vous expliquerai un peu le concept, à quoi ça correspond. L'idée est assez simple, c'est un portrait, exactement comme un peintre ferait le portrait de quelqu'un. Donc ça commence par des séances de pose, et pour moi la séance de pose, je vais chez la personne qui me commande ce portrait. Le premier que vous avez là, le rouge, c'est mon père, et pour tous ça s'est déroulé de la même manière, et là c'est Ruth, et il y a un troisième qui n'est pas là. Je vais chez la personne qui me commande son portrait, et je lui dis, raconte-moi ta vie. Alors ça commence toujours de la même manière, je m'appelle Ruth Agiage, ou je m'appelle un tel, je suis né à tel endroit, telle date, et après c'est un récit libre. Et moi j'écoute, je repose des questions, je relance un peu, et ça peut durer autant de temps que la personne veut. On fait en général en plusieurs après-midi, ou plusieurs journées, ou plus de longues heures pour raconter sa vie. Donc déjà, la première expérience qui fait partie du tableau, parce que sans ce récit de vie, il n'y a pas de tableau. J'ai besoin des mots de la personne pour les réécrire ensuite. Donc le tableau commence déjà dès ce récit-là, dès cette parole-là, et c'est une expérience qui, à la fois pour moi, mais pour la personne qui parle, qui est unique, parce qu'on raconte sa vie entière qu'une seule fois dans sa vie. En général, on a un dîner, on est avec des amis, on commence à raconter une anecdote d'enfant, puis en général, quand il y a un grand-père ou une grand-mère, elle raconte-nous la guerre, raconte ce que vous savez, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, bon, et puis après, bon, on marche, chacun va. Et là, c'est des heures et des heures, on dit toujours raconte pas ta vie, là, moi je dis raconte pas ta vie. Donc ça dure des heures et des heures, c'est fait pour. Et donc c'est une expérience pour la personne qui raconte. C'est vrai, c'est l'expérience de la parole. L'expérience de la parole, des souvenirs, des émotions. C'est pas une psychanalyse, mais je dirais c'est presque comme une psychanalyse, mais sans la douleur, sans la souffrance. C'est-à-dire c'est le plaisir, c'est l'anamnèse, c'est-à-dire on entre dans la mémoire et on fait ressurgir tout. C'est ce que j'appelle l'âme. Pourquoi j'appelle ça? Donc, je dirais après, le côté théorique, on verra après. Ça commence comme ça. J'enregistre tout avec mon petit enregistreur numérique. Pour Ruth, je lui ai demandé aussi, on a fait aussi la vidéo. Donc tout est sur une clé USB, maintenant elle a toutes les archives de tout ça. Ça c'est la première partie, la première étape. Ensuite je rentre chez moi et j'en fais un texte, tapé à la machine, etc. Un ordinateur. Dans le cas de Ruth, donc on a fait 2 longues après-midi avec quasiment 8 heures d'audio. Il y a 114 pages. C'est du lourd. 114. Alors elle m'a raconté toute sa vie évidemment, donc ses origines, ses parents, le père et la mère d'où ils venaient, leur enfance, des parents de Ruth, les grands-parents, et puis leur enfance, Tunis, l'exil, etc. Bon, bref, toute une vie jusqu'à ces petits-enfants qui apparaissent quelque part du début jusqu'à aujourd'hui, et des ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la première étape. Ensuite, je retape tout sur mon ordinateur, je l'imprime, ça m'a fait un texte de combien 115 pages 110 pages. 110 pages à 4. Après les 110 pages à 4, je vais à mon atelier, et c'est là que commence la seconde partie de la composition des tableaux, et je l'écris à la main. Je la calligraphie à la main intégralement. Je demande juste quelle couleur dominante tu aimes. Alors Ruth, elle m'a dit, comme elle vous l'a expliqué, vert et bleu. Et j'écris tout, jour après jour, pendant des heures et des heures. Je commence en haut de la page. Vous voyez, je vous explique vraiment de manière toute simple. Je commence comme une immense page blanche. Donc c'est du papier arche, un très beau papier, 300 grammes, c'est magnifique à voir, c'est indestructible, on peut le rouler, le dérouler, etc. J'adore ça. Je commence en haut à droite, et puis j'écris une page, comme une page d'écriture. Je commence, je choisis mon encre, après je peux changer une ligne, je peux faire de l'acrylique, je choisis un pinceau, je choisis des encres différentes, etc. Ça, c'est pas important, l'important, c'est que le récit se déroule sur le tableau. J'arrive en bas, je repars, soit je réécris par-dessus, soit je réécris dans un sens, je fais mon tableau dans tous les sens. Ça dure des mois, ça dure 2 mois, 1 mois et demi, ça dure des semaines, ça dure des heures, et l'écriture se recouvre. Le récit se finit par se recouvrir.
Et lorsque le tableau est fini d'être composé, vous avez soit le rouge, soit le vert, c'est le même principe hein, pour tous les tableaux que je fais, enfin, pour tous ces portraits-là, soit celui de Ruth qui est terminé, on a la vie entière, la vie intégrale de Ruth telle qu'elle me l'a racontée, sur un seul tableau. Et cette vie, elle n'est plus lisible, parce qu'on ne peut plus lire les mots. On voit que c'est des mots, en général on s'approche, on comprend qu'il y a quelque chose lié à l'écriture, mais on ne peut plus le lire. C'est pas comme si elle avait le livre imprimé et mis en librairie et que tout le monde puisse lire l'histoire de ma vie. C'est pas ça le concept, évidemment. Voilà, ça c'est... C'est le secret. C'est le secret. Alors après, normalement, on les fait maroufler et après ça bouge plus. Maroufler, c'est-à-dire coller sur une toile comme un chrétien, comme un copain. Ces deux-là, celui de mon père, je n'ai pas encore fait maroufler parce que je l'ai amené en Israël, peut-être à son comme ça. Donc on les roule et puis après c'est plus simple à transporter, mais un jour il sera marouflé. Celui de Ruth, quand elle aura fini de le montrer en Israël ou peut-être à San Francisco, je pense qu'on les fera venir spécialement déjà marouflés. Voilà, donc là, il est tout frais, il sort de l'atelier, celui de mon père, aussi qui sort de l'atelier, voilà, ça c'est le côté tout simple de la description, si vous voulez, de la composition du tableau. Ensuite, il y a l'aspect un peu symbolique. Pourquoi j'appelle ça un portrait d'âme? Toutes ces idées-là, je vous dis maintenant, ça n'est pas venu en une journée, hein, c'est des trucs auxquels j'ai réfléchi. Au début, le tout début, c'est pour ça dommage que Martin ne soit pas là, c'était, au début, parce que ça fait 10 ans que je fais des tableaux d'écriture, j'écrivais normalement des ventes de couleurs, des textes, soit des textes de moi, des nouvelles, des textes d'écrivains que j'aimais, mais on pouvait les lire encore, c'était encore du lisible. Et puis un jour, j'ai eu l'idée, ils sont à San Francisco, ils ont été exposés par Martin. Martin Muller, c'est mon ami égaré, c'est celui qui a fait le catalogue, et je l'attends de minute à l'autre, j'espère qu'il n'a pas raté son ami. Mais en 2018, on a fait une exposition et c'était 12 nouvelles qui étaient parues de moi dans un recueil de nouvelles. Et chaque nouvelle était un tableau. Et la première fois, j'ai acheté, vous savez, ce qu'on appelle un leporello, c'est-à-dire c'est un carnet de dessin pour artistes qui est plié comme un accordéon, comme le catalogue de Leporello dans Don Giovanni, etc. Donc j'ai commencé à écrire ma nouvelle, je recopie ma nouvelle qui était parue en librairie. Et je recopie ma nouvelle. Et puis je tourne dans des encres différentes, des trucs, je joue avec les couleurs. Et j'arrive à la fin du Leporello, il est complètement rempli et il manque de pages. Je me dis, merde, il faut que je recalcule tout, que j'écris plus. Et je me dis, mais comment tu vas faire pour faire toutes les autres? Parce que j'en avais 12 des nouvelles. Il y en a une qui fait 20 pages, il y en a une qui fait 3 pages. Comment tu vas faire? Il faut calculer les tailles de... Je vous dis vraiment comment c'est arrivé. C'est pas le truc mystique, la cabale et tout ça auquel j'ai réfléchi après. C'est tout con. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que les gens lisent ta nouvelle? T'as pas besoin. Elle est déjà parue en livre. Est-ce que c'est ça que tu veux? Je me suis dit, non, c'est pas ça que tu veux. Je me suis dit, ce que tu veux, c'est que ce soit là. Et on s'en fout si c'est lisible ou pas, les mots sont là. Et il y a une phrase de Baudelaire qui m'est revenue à ce moment-là, c'est dans ses journaux intimes, où il dit, si quelqu'un, un poète, un jour a écrit un poème génial, et qu'après l'avoir écrit, il le met au feu, il dit, ça n'a aucune importance. Le poème, il est là, il a existé. Il a été là, donc il a existé, il est aussi génial que s'il a été resté, publié après, ça devient un poème de Charles Baudelaire. Je parlais de lui, évidemment. Donc l'idée, c'est ça. Ça a été là un moment, et ce moment-là, c'est lui qui est précieux. Et donc je retourne les poèmes, je réécris par-dessus. Et ça donne, je vous enverrai les photos si vous voulez. Et j'ai fait comme ça avec toutes les nouvelles. Tu te rappelles, hein, tu as vu quand j'avais ça. J'avais mon atelier dans le jardin. Et après, j'ai pu arrêter. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup avec des textes de moi, mes mémoires qui étaient parus en 97, donc en 2017 pour les 20 ans de France. J'ai pris des livres de moi, des textes de moi, j'ai fait un texte de Debord, il y a plein de trucs, j'ai fait pareil, j'en ai fait plein, ça pendant 10 ans. Et un jour, j'en ai eu un peu marre de parler de moi, et m'entendre parler de moi, et d'écouter mon histoire, et mes livres que je ne connais pas faire. Et c'est là que j'ai eu l'idée, c'était pendant le confinement, j'ai dit à mon père, écoute, tu vas me raconter ton histoire. Et mon père, tout de suite, il m'a raconté son histoire, donc c'est le rouge. Et c'était pendant le confinement, donc moi j'étais à Marseille, je suis à Marseille à l'époque, mon père était à Paris, il avait 90 ans. Et il commence, il dit, je m'appelle Joseph David, il m'a raconté toute sa vie, ça a duré il y a 8 heures de vidéo, pareil 80 pages de trucs, avec beaucoup de choses que j'ai apprises, des choses que j'ai apprises que je ne connaissais pas beaucoup, que je connaissais, qui nous a raconté une fois. Il y a toute la vie de mon père, il y a son enfance, ses parents, d'où ils venaient, ses grands-parents, la Pologne, etc., Steffel, donc son enfance à Paris, merveilleuse ville à Paris, la guerre, la Shoah évidemment, comme ils ont dû se cacher, les déportations de sa grande sœur, etc. Toutes les histoires que je connaissais vraiment, on est là, remémoré mot par mot avec pas une grandisme, avec une vraie intensité de narration. Oui. Qui fait partie de l'âme de mon père. Voilà. Et j'ai tout enregistré, j'ai fait ce tableau-là, ça paraît, ça m'a pris des semaines et des semaines. C'était le premier de la série. L'idée, c'est que, toujours d'un point de vue symbolique, c'est que, pourquoi j'appelle ça un portrait d'âme?
Parce que, vous savez, l'âme, c'est quelque chose, à la fois c'est un mot banal qu'on emploie en permanence, et en même temps, on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'une âme. Dans la pensée juive, Ruth l'a dit, moi c'est un des domaines qui me passionne. Il y a des milliers de pages sur ce que c'est que l'âme, il y a les différents types d'âme, le neshama, le nefesh, le ruach, etc. C'est compliqué. Le rapport entre l'âme et le corps, c'est compliqué. Une chose est sûre, c'est qu'un artiste, un écrivain, mais aussi un artiste, pour moi c'est une seule et même chose, Picasso ou Baudelaire, c'est un seul et même homme, d'une certaine manière, il sait que l'âme et son corps sont liés. Donc du point de vue de celui qui crée, je ne parle pas encore du point de vue de celui qui est de la personne dont je suis le portrait. L'âme et le corps, ça fait, quand Picasso il fait un tracé, c'est son corps qui fait le tracé, mais si ce n'est pas l'âme de Picasso, c'est pas Picasso. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est tout bête. Pareil, un musicien qui joue, c'est son corps qui joue, mais si son âme elle n'est pas là, c'est pas du Paganini, ou c'est pas du... Bon, vous voyez ce que je veux dire. Glenn Gould, c'est pas donc l'âme et le corps, c'est indissociable, et c'est une évidence que c'est indissociable dans la création. Cette indissociabilité de l'âme et du corps, j'ai essayé de la retrouver. Tout ça, maintenant, je vous fais de la théorie, mais vous avez compris, au départ, c'est pas théorie, c'est juste que je ne savais pas comment terminer mon Leporello. Je vous fais de la théorie du truc, la symbolique du truc. Et l'âme, c'est ce qu'on a en soi d'immortel. Ça, c'est sûr. Tout le reste, ça va disparaître. Moi, j'ai 62 ans, donc je commence à penser, évidemment, comme tout le monde, qu'est-ce qui va rester de moi pour ma fille elle a 16 ans, qu'est-ce que je vais lui léguer, etc. Donc, toutes ces choses-là, elles sont, c'est des questions, je me suis dit, qu'est-ce qui reste de nous? Il reste de nous nos récits, les photos, un petit peu, les vidéos, un petit peu. Ce qui reste surtout de nous, de ce que l'on est intimement, comme a dit Ruth, c'est le récit de nos vies. On se rappelle les paroles, parce que tout est parole, on est déjà irradié de paroles quand on est parlé, disait Lacan, c'est-à-dire un bébé qui naît, il a un nom, il a un prénom, il a des ancêtres, il a toute une histoire qui le précède, et après ça n'arrête pas. Nous sommes des amphores, un être humain c'est une amphore vivante de parole. Et cette parole, mon idée de portrait d'âme, c'est de la convoquer, de l'invoquer au moment où on me raconte son histoire, et c'est toute l'âme qui apparaît, qui est là, qui est vivante, qui ne disparaîtra pas parce que ces paroles-là, elles laissent une trace. Et d'autre part, le lendemain, on fait un autre récit, c'est encore notre âme. C'est pas des données, c'est pas des datas, une âme. C'est pas une fois pour toutes, le récit il est figé. Le récit que Ruth elle m'a fait, ou le récit que mon père il m'a fait, si mon père il est sélectionné, s'il me refaisait un nouveau portrait d'âme, et ben ça se serait modifié parce que son âme elle est encore vivante et elle continue. Et pareil pour chacun d'entre nous. La parole qu'on porte en nous, elle n'est pas sclérosée, elle est notre vie, elle est ce qu'il y a de plus vivant en nous, voilà, pour le dire de manière simple. Parce que la parole que l'on porte en nous et qu'on peut faire jaillir à volonté, il suffit de raconter sa vie, et que quelqu'un écoute et que quelqu'un en garde une trace, c'est ce qu'on a de plus vivant en nous. Maintenant, la troisième partie, c'est le côté un peu mystique du truc. Tout ça, c'est des choses que je rajoute après, c'est comme mes couches d'écriture, c'est des choses que je rajoute après, j'ai rajouté après en théorie. C'est pourquoi faire de l'illisible? D'abord parce que le lisible, ça a été beaucoup fait dans l'histoire de l'art, énormément fait, et que c'est pas très très original en soi. Alors ça, c'est quelque chose d'important à dire, c'est que je me suis aperçu que pour une idée soit pérenne, elle aussi, c'est-à-dire qu'elle laisse sa trace dans l'histoire de l'art, il faut inventer quelque chose. Il faut faire effraction dans l'histoire de l'art. Dans l'histoire du portrait, les effractions, des grandes effractions, il y en a eu plein, on les connaît, l'invention de la photographie, ça a bouleversé l'idée du portrait, l'invention antérieurement de la perspective, ça a bouleversé l'idée du portrait, les grands portraits de Warhol, il y a des noms propres comme ça qui apparaissent et qui fracassent en deux l'histoire de l'art du portrait. Andy Warhol qui fait Marilyn et Mao, ça fracasse en deux l'histoire du portrait. Et aujourd'hui, on a évidemment les selfies. C'est-à-dire, mes concurrents, si vous voulez, c'est le selfie qu'on fait tous, toute la journée. On ne s'en rend pas compte, mais le selfie et l'invention du selfie, qui est liée à l'intelligence artificielle et à la technologie des petits smartphones qu'on a, c'est une rupture majeure dans l'art du portrait, c'est-à-dire dans la manière dont l'être humain se représente ce qu'il est lui-même. Avec les filtres, Instagram, tous ces trucs-là qu'on connaît tous aujourd'hui, nos enfants ils jouent avec ça toute la journée, etc. Ça, pour moi, c'est c'est la chose qu'on utilise en permanence et c'est ce qui restera le moins de nous. C'est ce qu'il y a de moins intime, de moins sincère de ce que l'on est. Parce que c'est pas fait avec de la parole, c'est avec de la technique, et c'est fait avec des techniques qui sont des lois de l'optique, de l'électronique, de la chimie, de tout ce que vous voulez. C'est pas nous, c'est pas soi-même, alors que quand on parle, on est soi. Et moi, quand j'écris, c'est mon âme à moi qui rejoint l'âme de la personne qui a exactement comme un portrait à l'ancienne.
Une rencontre. Exactement comme un portrait à la l'ancienne, ou rencontre. la rencontre entre deux âmes, voilà. Et moi, je vais lentement, j'écris à mon rythme, je fais les enlus, ce que j'appelle les enluminures, c'est-à-dire les couleurs qui se... Tu as fait des recherches aussi, parce que je parle en arabe. Alors, je te demandais, voilà, elle me disait, en Tunisie, on appelait ça comme ça. Alors, j'ai tout enregistré à la truc, donc j'ai envoyé par WhatsApp, j'ai dit comment tu l'écris, tout ça, tout ça. Donc, il y a tout le récit intégral et il n'y a rien d'autre. Il n'y a strictement rien d'autre. C'est-à-dire, et en même temps, je tiens beaucoup à ce que, pareil pour mon père et pareil pour Sandra Gillius, je tiens beaucoup à ce que l'on entende la voix de la personne. Donc, je ne retouche pas le livre. C'est pas un livre de moi, je ne suis pas le ghostwriter de Ruth ou de mon père, vous voyez ce que je veux dire. Ça d'abord, tout le monde peut le faire. Et puis ça, c'est pas intéressant. Si vous écrivez un livre, même le meilleur livre, et même un écrivain, un grand écrivain qui fait son autobiographie, quand Proust qui raconte sa vie, ou quand Saint-Simon fait ses mémoires, il raconte ce qu'il est. Parce que c'est moi, quand j'ai fait des livres, etc., on raconte ce qu'on est, c'est-à-dire on construit ce que l'on est, avec sa rhétorique, avec son art de la parole, etc. Là, ça n'a rien à voir, c'est qui l'on est. Qui l'on est, c'est parce qu'on parle et on raconte sa vie. Ce sont deux choses différentes. Ces tableaux, c'est les portraits de qui était mon père, de qui est Ruth, de qui est Sandra Gillius, et de qui seront les... Vous voyez la différence. Et ça, c'est quelque chose d'unique parce qu'il faut le temps de la parole, dite par Ruth, par exemple, enregistrée par moi, et il faut le temps de l'écriture à la main. C'est-à-dire ma propre âme et ma propre chair qui crée le tableau. Donc, si vous voulez, ça court-circuite, le court-circuit que la photographie ou que la technique de reproduction, aujourd'hui qui est beaucoup utilisée, ou l'ordinateur qui est beaucoup utilisé par les artistes contemporains, a provoqué dans l'histoire du portrait. Je reviens à quelque chose qui n'est pas de la figuration, qui n'est pas du portrait à l'ancienne, qui est quelque chose de nouveau, mais ça court-circuite l'aspect du miroir technique que le monde tend aux êtres humains aujourd'hui. Qui a des dangers, évidemment, on les sent tous. On sait tous les dangers que ça a, les selfies, l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là, les périls que ça a. Donc moi, j'essaye de... C'est en ça que ça innove un petit peu, si vous voulez, dans l'art du portrait. Et dernier truc, après j'arrête, c'est le côté kabbalistique, on va dire, c'est que pour moi, tous mes livres, j'ai fait des romans, j'ai fait des essais, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Et dans le séminaire qu'a suivi Ruth, la partie sur la pensée juive aussi parlait beaucoup de ça. La question est celle de la création, donc de la genèse, la création du monde, et de ce qui dans la création se montre et ce qui se cache, se dissimule, se retire. C'est ce que les kabbalistes appellent le tzimtzum, dans la Kabbale orianique, c'est-à-dire le premier moment de la création du monde, du Bereshit, comme vous le savez en hébreu dans la Genèse. Bereshit, le mot, ne veut pas dire du tout au commencement, ça n'a rien à voir avec la Genèse et Génésis en latin, ou en grec c'est enarché, comme dans l'archéologie. C'est pas du tout la même étymologie, ça n'a rien à voir, c'est pas le même univers. Bereshit, dans le mot Bereshit, on a le mot roche. C'est pour ça que Chouraki, quand il a fait sa traduction de la Bible, qui est la plus littérale, elle n'est pas très jolie à lire, mais c'est la plus littérale par rapport à l'hébreu biblique, il l'a appelé en tête. Entre et d'union tête. Pourquoi? Parce que c'est dans la tête de Dieu que tout se passe. Le tout premier moment de la création, c'est dans la tête de Dieu, parce que c'est avant même qu'il y ait un moment et la possibilité d'une temporalité et évidemment d'une spatialité. C'est ce que les grands kabbalistes de la Kabbale de Safed et de Yitzhak Luria ont appelé, c'est un type génial, Yitzhak Luria, un grand rabbin, qui a appelé ça le tzimtzum, c'est-à-dire un mouvement de contraction comme ça, où Dieu... Disparition. C'est comme une contraction cardiaque, c'est-à-dire pour que quelque chose soit autre que le divin, que le monde divin, il faut que Dieu fasse une place à cette chose-là. C'est pas une place spatiale, c'est pas une place spatiale. Il faut qu'il fasse une place parce que Dieu occupe tout l'espace de l'être. Et il va se contracter dans son infinitude, et dans cette contraction, il va y avoir un minuscule point qui va se créer de vide, si vous voulez, ou de non-divinité, mais en même temps il y a de la divinité dedans. Et à partir de ce petit point, tout l'univers va pouvoir se créer. C'est exactement comme le Big Bang, sauf que ça a été ce que les scientifiques ont appelé le Big Bang au XXe siècle. C'est Yitzhak Luria, il l'appelait le tzimtzum au XIIIe siècle, XIVe siècle, Oui. je sais plus. XIVe siècle. Voilà. Donc il y a l'idée, dans la mystique juive, il faut dire, c'est très important, le blanc des lettres dans la Torah par rapport au noir des lettres, il est aussi important. Rachid parle de feu noir sur feu blanc. Ce qui est là, ce qui est dit dans ce que l'on lit, et ce qui n'est pas dit dans ce que l'on lit, mais que la parole doit ressusciter comme commentaire, comme compréhension du texte, c'est pour ça que le Talmud, ça s'appelle la loi orale, parce que c'est la parole qui fait les commentaires de la Torah. Il y a la Torah, et il y a ce qui est en dessous la loi orale. Donc le rapport entre la bouche, la parole et l'écriture, c'est intimement juif, évidemment, vous l'avez compris. C'est quelque chose que j'ai retrouvé dans mes tableaux. Je ne me suis pas dit, je vais faire un truc kabbalistique et tout ça. Je vous dis ça maintenant, vous voyez, j'enlumine, je brode un peu comme des tableaux. Et Voilà. c'est C'est vraiment... l'aspect mystique. Oui, c'est vraiment talmudique parce que c'est la lettre cachée
comme donc Dieu, mais qui demande à être dévoilé. Et ça, c'est un travail. Exactement. Et alors, il y a le texte complet du tableau, parce que j'ai le manuscrit, moi, donc je l'ai imprimé en un seul beau livre, avec la photo, etc., que j'ai donné à Ruth. Il ne fait pas partie de l'œuvre, mais il y a elle, en un seul et unique exemplaire, et elle l'a chez elle pour le transmettre à ses enfants, ses petits-enfants. Elle le fait lire ou elle ne le fait pas lire à qui elle veut, ça lui appartient. Et il y a la clé USB avec toutes les archives audio, vidéo, de toutes les séances de cours. Voilà. C'est ça, des portraits d'âme, et voilà. Bravo, bravo.